Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Marine Meunier, bonjour. Bonjour. Alors, tu es aujourd'hui interviewée pour un site internet qui s'appelle Périple Humanitaire. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc effectivement, je m'appelle Marine Meunier. Je suis aujourd'hui consultante indépendante depuis 3 ans pour différentes organisations. Donc je travaille via des viviers et je mets mes compétences du coup au profit de différentes ONG, à la fois dans l'humanitaire et dans le développement. Donc vraiment avec ces deux aspects-là. Et également aussi occasionnellement pour des organisations qui travaillent plutôt sur la problématique des droits de l'homme. On y reviendra peut-être, mais ça a aussi son importance. Donc ce que je fais, c'est que je me suis moi spécialisée en fait dans la gestion de la sécurité et de la sûreté, à la fois des personnels et des biens dans le domaine du coup humanitaire et développement. Donc je fais des consultances qui ont double nature. Il y a la partie un petit peu revue, audit, donc ça qui est plutôt dirigée vers la sécurité organisationnelle. Donc comment les organisations sont structurées pour appuyer finalement leurs équipes dans la gestion de la sécurité au quotidien. Et puis tout ce qui est sécurité aussi individuelle. Donc là, on va plus se diriger vers les personnels humanitaires, que ce soit du coup des équipes expatriées, internationales, en poste dans des pays étrangers, ou même des équipes, et surtout, je dirais même des équipes locales. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, et ça passe à la fois par de l'audit et à la fois par de la formation, du coaching, du mentoring, enfin voilà, tout le panel de développement des compétences. Ok. Tu as parlé d'urgence, de développement, de droits de l'homme. Est-ce que tu peux rapidement expliquer pour ceux qui connaissent pas encore et qui sont pas encore très à l'aise avec toutes ces notions-là, les différences? Est-ce que ça implique du coup pour toi dans ta façon de faire tes interventions? Oui, bien sûr. Alors du coup, effectivement, c'est vrai que c'est des fois un peu obscur et puis c'est un peu on va dire des batailles, voilà, de clochers dans le sens où on va avoir des organisations qui vont faire beaucoup de programmes différents, qui vont s'inscrire dans des thématiques, donc effectivement humanitaire, développement et droits de l'homme à la fois dans les trois. Mais en fait, le principe, en gros, pour résumer, c'est qu'on va avoir des programmes et des opérations qui vont être plutôt sur des domaines de la réponse aux besoins urgents. Et là, on va être plutôt dans ce qu'on appelle l'humanitaire en général. Donc, l'humanitaire a cette espèce de notion un peu plus urgentiste en général. Et quand ces programmes vont s'inscrire un peu plus dans la durée, vont être un peu plus dans le long terme et aussi un peu plus en profondeur dans le soutien peut-être à des mécanismes locaux, plutôt que palliatifs, entre guillemets, on va être plutôt dans des opérations et des missions de développement. Et puis, droits de l'homme, on va vraiment être beaucoup plus sur des problématiques qui sont sur de l'appui à l'humain, dans la mise en place de mécanismes un petit peu de défense, mais enfin voilà, forcément des droits de l'homme, et ça va être à la fois des problématiques environnementales, de nature plus politique, de nature peut-être un petit peu plus exposée, on va dire, sur le plan étatique. Donc voilà, et ça va vraiment avoir un impact, moi, dans l'approche de la question de la gestion de la sécurité, puisque en fonction de ces thématiques-là, on va pas forcément rencontrer toujours la même prise de risque liée au travail que les personnes font sur le terrain. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à devenir comme ça référente sécurité et formatrice pour ces organisations? Alors en fait, moi ça remonte, ça a été un chemin qui a été un petit peu, en fait ça fait une dizaine d'années que je fais ça maintenant, qui a été un peu évident à la fin de mes études. J'ai fait donc un master en relations internationales, sécurité et défense à Lyon. Et je me suis orientée assez rapidement vers le côté humanitaire et gestion de projet. J'ai toujours été assez investie dans tout ce qui est solidarité, même sur le plan local, hein, des associations, pas forcément humanitaires ou internationales, mais même en local,
depuis assez jeune. Et du coup, sur la fin de mes études, je me suis spécialisée sur l'étude de conflits, l'analyse de conflits et voilà, la gestion de conflits. Donc, je m'intéressais vraiment à ces questions géopolitiques. Et j'ai fait un premier stage, en fait, chez Handicap International, au bureau de gestion de la sécurité à l'époque, donc à Lyon. Et c'est là que vraiment j'ai commencé à comprendre. Donc moi, j'y suis vraiment rentrée sous l'angle analyse de contexte, analyse de conflits, etc. Et je me suis assez vite rendu compte que en fait la gestion de la sécurité, certes, il y avait ce paramètre d'analyse de contexte, mais qui finalement était très souvent fait au niveau très local, ce qui est absolument normal, même si on vient amener un éclairage international avec les sièges et une espèce de veille un petit peu générale. Mais bon, l'analyse de contexte, elle est forcément très localisée pour pouvoir répondre aux problématiques du terrain. Et en fait, je me suis rendu compte que la gestion de la sécurité passait aussi par l'accompagnement des personnels, par des procédures, donc vraiment très carrées, et puis tout un aspect matériel, technique en fait, de sécurisation. Je parle par exemple des systèmes d'alarme, enfin voilà, c'est vraiment... Et ça m'a vraiment accroché cette approche très pragmatique en fait. Et puis, une chose en entraînant une autre. Au sein des ONG, j'ai commencé à former les gens dans la préparation au départ, avec les éléments de sécurité. J'ai eu à gérer aussi, à co-gérer des incidents, des cas, etc., à m'occuper des bases de données quand il y avait des rapports d'incidents. Et puis, j'ai accroché vraiment beaucoup à tel point que je suis restée là-dedans et que je suis allée travailler chez Action contre la faim à Paris pendant un peu plus d'un an, du coup, au bureau Sécu également, avec toujours un appui au terrain, donc des missions après ponctuelles pour aller en support en fait aux équipes sur les différents pays d'intervention. Et ensuite, mon poste suivant a été à Londres pour une ONG qui faisait de la formation à destination des autres ONG, donc Radar UK. Et là-bas, j'ai vraiment été dans la gestion et la coordination des formations de sécurité à destination des différentes organisations clientes, ce qui m'a permis vraiment d'asseoir ce côté pédagogie, développement de contenu, etc. Et puis animation des formations sur le plan à la fois logistique, administratif et puis contenu. Donc voilà. Et après, je me suis lancée à mon compte, entre guillemets, par opportunité à la base, parce que ça m'a permis de développer un bon réseau. Et aujourd'hui, j'ai une variété d'organisations que j'appuie qui est hyper enrichissante. Très bien. Donc, en fait, tu es parti d'un bagage très universitaire et tu as fini par Oui. rentrer dans le concret. Est-ce que toutes les personnes qui ont fait ton parcours universitaire finissent par avoir le même métier ou est-ce qu'il faut vraiment avoir un parcours à un moment donné, arriver vraiment sur du concret, faire un stage particulier pour pouvoir finir par faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je conseille quand même vraiment de se spécialiser assez rapidement parce qu'en fait, les études que j'ai faites sont quand même assez génériques. Et c'est un peu la problématique aussi aujourd'hui de l'université, même si ça tend à évoluer. Malgré les masters professionnalisants, ça reste assez flou parfois. Et puis, on n'a surtout pas la notion des différents métiers qu'on peut rencontrer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, dans mes anciens camarades, il y a des gens qui sont pas du tout dans ce domaine-là, qui ont plutôt basculé sur des entreprises privées autres que le secteur solidarité, qui est privé quand même, mais qui est complètement différent. On va avoir des gens qui sont aussi beaucoup dans des ministères, donc qui sont plutôt pareils sur des thématiques un peu développement, etc., mais pas que. Et puis, on a tous les gens qui ont basculé plutôt sur l'humanitaire, et là, il y a de tout. Il y a des gens qui sont dans l'opérationnel, donc vraiment la gestion des projets au quotidien. Et là, ces personnes-là sont quand même passées après par des formations professionnalisantes, techniques liées à l'humanitaire. Moi, en ce qui me concerne, je me suis très très vite spécialisée directement avec ce stage-là. Et puis après, c'est un enchaînement d'opportunités et de spécialisation encore plus qui a permis d'arriver à ce poste-là. Mais moi, je conseille de quand même s'accrocher sur un sujet technique et puis développer son expertise là-dessus pour être le plus employable après des études un peu généralistes. Donc, ceux qui ont le même parcours universitaire que toi font pas forcément la même chose. Et alors, les personnes, on va dire tes collègues, ou en tout cas les personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques que toi, qui proposent les mêmes formations que toi, ces personnes-là ont, pareil, le même parcours que toi, un parcours universitaire en relations internationales, ou est-ce qu'il y a d'autres profils?
Alors c'est très varié. Il y a des gens qui ont des profils, il y a de plus en plus de gens qui ont des profils similaires aux miens. Donc des personnes qui ont fait aussi pas mal tout ce qui est communication interculturelle. Ces thématiques-là sont vraiment très utiles parce qu'aujourd'hui, dans la gestion de la sécurité, on se rend compte que ces paramètres de relationnel, de communication humaine, etc., sont primordiaux. Mais il y a aussi beaucoup d'anciens personnels plutôt militaires, en l'occurrence, qui, sur des suites de carrière, vont mettre à profit leurs connaissances, que ce soit à la fois des relations aussi humaines sur le terrain, de négociation d'accès, même leurs connaissances sur le plan des risques et des menaces qu'on peut trouver sur le terrain, parce que c'est des terrains d'intervention qu'on partage souvent avec ces populations-là, avec la population militaire. Donc ils viennent, en fait, ils n'ont pas forcément la connaissance des opérations humanitaires, mais ils ont une très bonne connaissance de contexte et puis des relations. Ils ont vu les humanitaires travailler aussi sur ce terrain-là. Donc il y a aussi pas mal de ces profils-là sur les formations sécurité au sein des formateurs. Et moi je trouve que quand on a un équilibre des profils sur les formations, c'est très utile. Tu parles de la relation entre militaire et humanitaire. Comment ça se concrétise sur le terrain? Alors, il y a globalement, au niveau stratégique et au niveau, on va dire, de ce qu'on va communiquer, on tient quand même à avoir une certaine distanciation, une certaine différenciation, parce que il peut pas y avoir de confusion des mandats et il faut pas qu'il y ait de confusion des mandats. Les militaires vont être là pour différentes raisons, qui sont souvent stratégiques au niveau de la défense, de l'État, des intérêts aussi de maintien de la paix, etc. Et on va être au niveau des humanitaires sur une présence qui doit être dépolitisée au maximum, avec les grands principes de neutralité, d'impartialité, etc. La charte qui vraiment guide nos actions. Après, sur le plan opérationnel, il faut pas non plus, il faut appeler un chat un chat. On a des interactions qui sont finalement pour les humanitaires des interactions qu'ils vont avoir avec tous les différents acteurs qui sont présents sur les terrains et qui vont être très cadrés, qui vont être quand même sur des bases d'éthique, sur une base des besoins de communication, d'accès, etc., de besoin de certaines informations pour pouvoir justement ne pas exposer certaines équipes. Il est important de savoir ce qui se passe dans une zone en termes de sécurité pour peut-être décaler de 2-3 jours une intervention ou renforcer nos moyens de sécurité avant de se rendre sur ce terrain-là. Donc la sphère militaire est un des acteurs avec lesquels les humanitaires doivent composer sur le terrain en gardant des relations positives et assez distanciées pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et est-ce que c'est justement sur le plan de la sécurité que les interactions se font le plus? Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser de premier abord. Alors, je serais malvenue de répondre par oui ou non, parce qu'en fait, je pense que ça dépend vraiment des contextes. On va vraiment avoir une proximité ou des interactions qui vont être très très différentes en fonction des contextes. Et quand je parle de contexte, c'est même à l'échelle d'une petite zone. Des fois, les rapports avec les militaires au quotidien sont absolument nuls, enfin zéro, quoi. Il y en a pas du tout. Mais par contre, on va avoir peut-être le chef de mission au niveau de la capitale qui va être en lien au sein de différentes réunions, en lien avec un général ou ce genre de choses, et les informations vont se passer à ce niveau-là. Donc c'est vraiment, ça dépend vraiment d'un cadre à l'autre. Des fois, ça va être des interactions qui vont être quasi quotidiennes parce qu'on est obligé de négocier un accès pour aller sur une zone, sur un village qui est sous contrôle entre guillemets de certaines armées. Et du coup, ça c'est des contacts qui sont beaucoup plus opérationnels et quotidiens. On en vient à connaître les visages, à reconnaître les visages, etc. Donc ça dépend vraiment. Pour clarifier un petit peu, quand on parle de militaire, on parle, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on parle aussi bien ça peut être l'armée française, si jamais on est dans un pays où il y a une intervention française, comme l'armée étatique locale, comme l'ONU, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors sur les terrains, on va rencontrer à la fois des acteurs militaires internationaux, locaux. Souvent, c'est en combinaison. Il y a les deux.
des opérations de maintien de la paix avec par exemple des casques bleus également. Et puis il va y avoir aussi des groupes armés qui ont une légitimité qui sur le plan étatique est discutée. Des groupes armés non reconnus si tu veux, mais qui sont bien là, qui sont bien présents, qui ont une légitimité au niveau local et pareil, le même principe de neutralité, impartialité et de distanciation s'applique. Mais par pragmatisme, voilà, il y a des choses à discuter régulièrement pour s'assurer, encore une fois, que nos opérations puissent se passer dans les meilleures conditions pour nos équipes sur le terrain. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple très concret ou une anecdote qui soit justement qui puisse nous faire comprendre quelles interactions une ONG peut avoir avec les militaires sur le terrain? Oui, il y a un cas pour le coup très imagé et très simple, c'est la question des checkpoints, donc qui sont des barrages de contrôle qui peuvent être à la fois mis en place par la police, tout simplement, ou par des forces armées type militaire. Et là, voilà, c'est sur des routes, c'est sur des points stratégiques, c'est à la sortie des aéroports, à la sortie des villes, sur des chemins qu'on emprunte régulièrement. Et il y a des procédures pour passer ces checkpoints. Il y a des systèmes. Chaque checkpoint va avoir peut-être une spécificité, peut-être qu'ils vont demander certains papiers en particulier, certaines autorisations peut-être pour emprunter cette route. Et là, il y a des points importants à savoir. En général, le chauffeur la personne qui conduit le véhicule va être en connaissance de ces procédures, mais d'un jour à l'autre, ça peut changer aussi en fonction peut-être si la zone est plus volatile ou s'il y a des combats ou je ne sais quoi derrière à quelques dizaines de kilomètres, peut-être qu'il va y avoir des procédures plus restrictives ce jour-là. Et c'est important d'avoir les bons comportements pour interagir et ne pas rajouter, on va dire, à l'anxiété ou à la problématique que les personnes ont à gérer sur ces checkpoints-là. Quand tu parles des checkpoints, je ne sais pas si tu l'as vu, ce film Les Chevaliers Blancs avec Vincent Lindon, fortement inspiré de l'histoire de l'Arche de Zoé. Et à un moment donné, donc justement, cette petite association qui n'a clairement pas de règles de sécurité se retrouve à traverser en 4x4 une zone de guerre et ils se font arrêter. Donc on suppose que c'est un gars des Nations Unies qui finit par engueuler le directeur de l'assaut. Enfin bon, si tu l'as pas vu, du coup. Recadrer un peu. Ouais. Ah bah ouais, faut que je regarde. Ouais. Du coup, faut que je le rajoute à ma filmographie. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que cette notion de règles de sécurité, comme tu viens de mentionner, je me permets de rebondir dessus. Souvent, les organisations, au sens organisationnel, vraiment, de la structure, estiment aussi que, et à raison, qu'il faut absolument des règles de sécurité écrites avec des manuels, avec des règles très très strictes. Et c'est toujours un équilibre à trouver quand on vient en conseil au niveau structurel, de leur dire oui, il faut ce genre de choses parce que c'est des documents cadres, c'est des bases solides. Et vous avez une responsabilité en tant qu'employeur d'accompagner vos équipes là-dedans, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de restrictif qui empêche les opérations. Il ne faut pas perdre de vue le bénéfice aussi de votre activité et c'est toujours une balance à trouver. Il y a des organisations qui sont très, on dit risque adverse, qui ont vraiment une crainte par rapport à ces risques et qui vont peut-être pousser même des fois un peu trop loin cette notion de gestion de la sécurité. C'est un équilibre. Ok. Parce que la sécurité peut empiéter sur la mise en place ou non des programmes. Oui, bien sûr, ouais, parce que des fois, on va avoir des situations qui vont faire questionner même la mise en place des opérations, tout simplement, d'une mission, parce que on considère que le risque qui est pris n'est pas assez adressé, on n'a pas les mesures de sécurité, que ce soit en prévention ou en réponse, pour réduire ce risque à un niveau acceptable. Et quand on fait l'équilibre par rapport aux bénéfices, on se dit, est-ce que là, ça vaut vraiment le coup d'exposer ces gens-là ? Et en fonction des organisations, en fonction des opérations, on va avoir une prise de risque qui va être plus ou moins importante et plus ou moins acceptée. Mais on a eu des situations où effectivement, des organisations refusaient de mettre en place des programmes dans certaines zones. Par exemple alors que c'était ces personnes-là les plus vulnérables. Il y a eu beaucoup je pense qu'il y a eu quand même pas mal de communication autour de ça, mais la Somalie a quand même fait, à raison, un traiteur. Il y a eu des cas, des incidents de sécurité assez graves là-bas qui ont vraiment fait se questionner les organisations. Est-ce qu'on, malgré qu'on sache qu'il y a des besoins et qu'il y a des personnes très vulnérables là-bas et qu'il y a du travail à faire de fond et aussi en urgence, est-ce que vraiment
exposer les équipes. Je ne parle pas que des personnels internationaux, hein, exposer les équipes même locales fait sens en fait. Donc voilà, après il faut trouver des manières, il faut essayer d'être créatif, développer d'autres moyens de mettre en place, peut-être via des partenaires locaux, les opérations pour continuer de faire le travail qui était envisagé au départ. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé lors d'une de tes interventions auprès d'une organisation de devoir sonner un petit peu le signal d'alerte, d'alarme et dire bah non, là en fait c'est plus possible de continuer comme ça, telle opération peut être compromise pour des raisons de sécurité. Oui, alors pour le coup, c'est souvent en fait le rôle du référent sécurité sur le siège. Pas que, hein, encore une fois, énormément de choses se passent au niveau du terrain et c'est normal parce que c'est là que la connaissance est vraiment la plus importante, on va dire, au niveau des signaux d'alerte, des indicateurs du quotidien qui changent et qui font justement remonter ces problématiques-là. Et le rôle du référent sécurité, que ce soit au terrain ou siège, c'est d'alerter les décideurs, parce qu'en fait, le référent sécurité est rarement, et je pense que c'est une bonne chose, la personne décisionnaire. Mais c'est vraiment la personne qui va conseiller avec son expertise technique, avec parfois aussi son intuition. Il faut aussi laisser parler ce genre de choses, je pense. Mais qui va sonner le signal, qui va sonner l'alerte et qui va aller voir le décideur, donc en général la personne responsable vraiment de la sécurité au sein de la ligne hiérarchique, chef de mission, chef de département, responsable géographique au siège, etc. Et puis en dernier lieu, les directeurs. Et leur dire, voilà, questionnez-vous, là on a ça comme signaux, est-ce que il n'est pas temps de se dire, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos équipes? Est-ce qu'on suspend? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue différemment? Voilà. Et en termes de cas concrets, d'exemples, moi, ça m'est arrivé une fois de véritablement recommander, en tout cas, une mise en ce qu'on appelle hibernation, c'est-à-dire les gens restent sur place, travaillent depuis leur logement pour ne pas être exposés sur le chemin du bureau. Et ça, c'était au Pakistan, quand il y avait eu notamment, je ne sais pas si tu te souviens, les caricatures de Mahomet. Ça avait quand même soulevé beaucoup de réactions et comme on est sur un monde globalisé, etc., au Pakistan, il y avait eu des manifestations à l'encontre c'était Charlie Hebdo, en tout cas de ces caricatures, et on craignait un petit peu pour les équipes là-bas qui étaient sous une ONG française, quoi. Donc on avait recommandé pendant un temps déterminé de se mettre un petit peu au vert. D'accord, donc c'est-à-dire tu lances cette procédure d'hibernation, donc ça implique pour les salariés sur place certaines contraintes, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment, on va dire, les plans de contingence. En fait, il y a deux choses un petit peu, si tu veux, dans les règles de sécurité. Il y a les règles opérationnelles du quotidien. Donc, ça, c'est les procédures standards. Ça va des procédures de communication aux procédures propres au déplacement, par exemple. Si tu te déplaces, voilà, quelles sont les différentes règles? Tu dois être rentré avant telle heure. Tu dois utiliser tel type de véhicule. Ça, c'est vraiment la gestion du quotidien, mais qui est très, très liée. Du coup, c'est de la sécurité quotidienne. Et puis, tu as les plans de contingence, et ça, c'est les plans que tu déploies, entre guillemets, beaucoup plus occasionnellement pour répondre à des situations très précises. Et là, il va y avoir de l'hibernation, donc on reste sur un lieu même. Confinement, c'est même carrément dans une pièce qu'on a identifiée comme étant la plus sûre du lieu où on est. Il va y avoir la relocalisation, où là, tu vas prendre les personnels et puis les mettre dans un autre endroit, dans le même pays, mais un endroit qui est considéré comme plus sûr. Et puis, il y a éventuellement des évacuations où là, c'est des évacuations, tu traverses une frontière internationale, tu rapatries potentiellement même les gens dans leur pays d'origine, pour ce qui est en tout cas des personnels internationaux. D'accord. Ces dernières années, est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur les incidents de sécurité qu'il y a dans l'humanitaire? On a peut-être un peu du mal à se rendre compte. À quoi est-ce que les humanitaires sont le plus exposés en termes de risques? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement sensibles au niveau sécurité?
Ouais, alors ça c'est toujours intéressant la question des chiffres parce que je vais te donner plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que il y a quand même, on a une visibilité sur ce qui se passe au niveau des personnels humanitaires, mais c'est un petit peu l'iceberg si tu veux, parce qu'on sait très bien qu'il y a une grosse partie des incidents qui ne sont pas rapportés. Pour diverses raisons, j'ai travaillé pendant 2 ans notamment sur un projet qui visait à se questionner sur les rapports d'incidents, pourquoi on n'en a pas sur certaines typologies d'événements, pourquoi c'est pas forcément utilisé aussi après et traduit en leçons apprises. Donc on sait déjà que c'est biaisé. Les chiffres, mais on a quand même des chiffres, notamment sur les incidents qui vont avoir les conséquences les plus malheureusement dramatiques ou les plus importantes. Parce que c'est ce qui remonte toujours systématiquement. Au niveau des chiffres, on a quand même encore aujourd'hui clairement une exposition plus importante des équipes locales. Donc on a en ratio dans l'humanitaire, on a toujours de manière générale en fonction des ONG, ça change, mais beaucoup plus d'équipes locales que de staff internationaux sur un même terrain. Donc c'est une question de proportionnalité en fait. Alors, il y a une question de proportionnalité, puis il y a une question aussi de ciblage, finalement, tout simplement, au quotidien. Peut-être qu'un personnel international va plutôt être posté sur une capitale où les risques sont un peu différents. Et puis, par contre, on va être obligé d'opérer dans certains lieux uniquement via des staffs locaux qui ont une super connaissance du terrain, des réseaux, qui sont de la zone. Et du coup, ça va les exposer aussi à certains risques propres à leur identité dans ce lieu précis, quoi. Donc ça aussi, c'est une chose à avoir en tête. Staff internationaux et staff nationaux, on va avoir une petite différence par rapport à l'exposition. Et puis, encore une fois, pour les chiffres, pour tout ce qui est biais, on va dire, par rapport aux chiffres, notamment sur, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était 2015. On a, je ne sais plus exactement l'année, mais je crois que c'était 2015. On a eu une chute énorme, par exemple, des incidents de sécurité en termes de nombre sur la Syrie. Okay. Ce qui était complètement surréaliste quand on réfléchissait, parce que c'était un des terrains où les humanitaires étaient les plus exposés. En fait, la raison pour ça, c'est juste qu'il y a eu un retrait d'énormément d'organisations, une suspension des activités d'énormément d'organisations et forcément une diminution du nombre d'incidents. Mais ça ne voulait pas dire que l'exposition de ceux qui étaient toujours là était moindre. Donc voilà, il faut garder ça en tête aussi quand on parle de chiffres. Pour vraiment les risques à proprement parler, il faut dissocier un petit peu les risques qui vont avoir une très haute probabilité de se produire et ceux qui se produisent moins souvent mais qui ont un impact très important et qui du coup sont encore une fois plus médiatisés ou plus mis en avant. Quand on regarde les médias, etc., on entend plus souvent parler de kidnapping que d'accidents de la route. Pourtant, aujourd'hui, c'est sur la route qu'un staff reste le plus vulnérable. Donc, ça reste aujourd'hui encore l'une des premières causes d'incidents graves avec fort impact. Ça reste l'accident de la route. Ouais. D'ailleurs, si je peux me permettre, tu as posté des histoires qui te concernent sur un blog. Enfin, Oui. en tout cas, si on peut en parler, je pense. Il y a un site internet que tu as créé qui s'appelle Get Ready. Oui, ouais, tout à fait. Et je me permets juste, dans une de tes histoires, tu racontes, ça m'avait marqué, que tu es malade dans un pays et à un moment donné, il est question de prendre la décision de voyager de nuit en voiture. Ouais, Et ouais. toi, alors que tu es malade, tu décides de pas le faire. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu cet épisode pour resituer le contexte et nous expliquer pourquoi tu prends cette décision? Oui, tout à fait. Donc du coup, juste pour le contexte, sur l'une de mes missions, en fait, je suis partie en Côte d'Ivoire. C'est un pays où je suis allée beaucoup ces derniers temps, qui est très intéressant à travailler parce que il y a des choses qui se passent, mais on est quand même dans un contexte assez stable qui permet, si tu veux, aux gens de se préparer, qui permet un développement des compétences, etc. Donc voilà, petit aparté, c'est vraiment un contexte hyper intéressant à travailler en ce moment. Et en fait, je suis arrivée là-bas. J'étais censée rester 1 mois et demi et au bout de 5 jours, je suis tombée malade. Donc, au début, je me disais que c'était les effets secondaires des antipalus.
Donc je te fais pas un dessin, mais c'était voilà, j'ai passé une nuit très compliquée dans ma salle de bain. Et en fait, j'emmène toujours avec moi quand je pars en voyage un thermomètre, donc j'ai pu prendre ma température, etc. Au fur et à mesure, voilà, j'ai vu que je montais quasiment, enfin j'étais à 40 quasiment pendant plusieurs heures. Donc là, je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose qui déconne. J'y étais en fait en tant que consultante, donc je travaillais là-bas pour un organisme qui avait pris en charge mon assurance et assistance. Donc ça, c'est un paramètre important qu'on questionne pas toujours, mais en tout cas qu'il faut avoir en tête. Et donc, à un moment, je vais à la clinique du petit patelin où j'étais. J'étais vraiment dans un mauvais état. J'étais sur place uniquement avec le chauffeur qui était en charge de me conduire un peu partout en Côte d'Ivoire, donc qui était un peu mon référent. Donc, je l'informe que je vais à la clinique qui était juste à côté de l'hôpital, de l'hôtel. Là, il me diagnostique donc un talus plus une fièvre typhoïde. Donc, je me dis bon, ok. Il faut une prise de sang, c'est terrible. Ça Comment? Il faut une prise de sang, non? Ouais, prise de sang, etc. Donc déjà, j'arrive dans la clinique et on me demande si j'ai amené mon thermomètre avec moi. Donc là, je commence à flipper un peu. Je me dis, pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas de matériel? Bon, c'était vraiment une petite clinique de ville très secondaire de Côte d'Ivoire. Il y avait un matériel qui avait l'air propre, mais pas hyper avancé. Donc bref, prise de sang, on me pose aussi une perf pour me réhydrater, etc. Et puis voilà, vraiment, c'est cliché, mais il y a vraiment le ventilateur qui tourne au-dessus de ta tête, le lit un peu rouillé à côté. Enfin, j'étais pas, on va dire, dans un état physique et mental hyper serein. Donc on me fait cette prise de sang et puis un médecin qui devait avoir à peu près mon âge arrive et puis me dit bah voilà, vous avez palu plus la fièvre typhoïde. Parce que j'ai pas du tout en capacité de digérer sur le moment parce que en fait si j'avais bien réfléchi, un palu, j'étais quand même sous antipalu donc probabilité très faible. Et puis fièvre typhoïde, c'était pas possible puisque il y a 10 jours d'incubation et ça faisait même pas 5 jours que j'étais dans le pays. Tout ça, tu le savais à ce moment-là? Non. En fait, je le savais, mais j'étais pas du tout en état. Si tu veux, j'étais vraiment dans le coltard et j'étais pas du tout en état de réagir et de réaliser tout ça, quoi. Mais j'étais quand même en lien du coup directement avec mon employeur en France, hein, donc l'organisation qui m'avait recruté pour m'envoyer là-bas, et puis avec l'organisation sur place qui était le réceptif. Donc j'ai réussi quand même à alerter, si tu veux, à avoir le protocole entre guillemets de communication actif. Et c'est par ce biais-là, en fait, que a été déclenchée l'assurance. Et l'assurance, en fait, qui était basée à Genève, je crois, travaille avec un réceptif d'assistance dans les pays. Donc c'est ça qui est aussi important de se questionner, c'est quels sont les réceptifs d'assistance, qui c'est qui va vraiment venir te donner un coup de main dans le pays où tu es. Et ce réceptif d'assistance, après communication, donc ça a pris plusieurs heures, a décidé que il fallait me rapatrier sur Abidjan pour aller dans une clinique plus adaptée pour prendre en charge finalement cette maladie. Et du coup, ils voulaient envoyer une ambulance en pleine nuit à la petite clinique pour me ramener sur Abidjan, sachant que j'étais à bien 4 heures de route d'Abidjan. Donc là, c'est effectivement poser la question de est-ce que je vais dans cette ambulance dont je ne connais pas le chauffeur, je ne connais pas l'état de l'ambulance, parce que je ne connais pas forcément le réceptif, si tu veux, ambulancier qui va venir me chercher, en pleine nuit, sachant que sur les routes de Côte d'Ivoire, il y a énormément de gros accidents. On était en plus sur une période de l'année où il y avait la traite de cacao, donc des énormes camions qui circulent à pleine balle avec des chargements, voilà. Donc là, j'ai dit non. J'ai eu l'état d'esprit, j'ai eu l'esprit de dire non, je préfère attendre demain. Et le chauffeur, j'avais pas besoin, si tu veux, d'être dans une ambulance médicalisée, ça ne nécessitait pas. Une fois ma perf finie, voilà, j'étais certes malade, mais pas à l'agonie. Du coup, j'ai dit, non, le chauffeur de l'organisation que je connais dans un véhicule sûr, me ramènera demain matin à Abidjan et m'emmènera à la clinique une fois que le jour sera levé, quoi. Donc là, j'avais encore la possibilité de faire les choix. Hein, donc, ça m'était pas imposé et j'ai pu prendre cette décision-là. Sur la base de mon analyse de risque à ce moment-là, qui pour moi, c'était beaucoup plus risqué d'aller prendre la route dans un véhicule inconnu.
plutôt que d'attendre le lendemain sous surveillance médicale, quoi. Mais c'est là que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments très intéressants déjà dans cette histoire. C'est que déjà, la plupart des gens ne se trimballent pas avec un thermomètre sur eux pour Ouais. savoir pour pouvoir s'auto-diagnostiquer, enfin entre guillemets comme tu l'as fait. Et surtout, enfin moi comme beaucoup de personnes, je pense une autorité à laquelle je me réfère à ce moment-là me dit, ben on vous envoie une ambulance pour vous emmener à la capitale pour vous soigner. Avec le diagnostic qu'on vient de me poser juste avant, moi je pense même pas au risque de la route. En tout cas, j'imagine pas que c'est plus important quoi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à mettre en balance ça? C'est ta préparation, c'est ton expérience? Oui, clairement, c'est clairement une déformation entre guillemets professionnelle. Enfin, si tu veux, c'est pas ce que je fais au quotidien hein, quand je suis chez moi. Faut pas non plus devenir parano, mais dans ce genre de contexte, j'ai une notion. Enfin, l'une de mes responsabilités, c'est d'analyser les risques euh, pour les autres, mais aussi pour moi parce que comme je pars souvent en consultante solo, etc. Alors certes avec l'appui des viviers et des organisations qui m'envoient, mais tu veux, j'ai quand même, moi, ma responsabilité à la fin de la journée, c'est moi qui suis responsable de ma propre sécurité et d'accepter ou non certaines missions, d'accepter aussi certains arrangements logistiques, etc., le choix des hôtels, etc., le choix des moyens de transport. Donc, si je n'applique pas à moi-même, si tu veux, tout ça, c'est un peu compliqué aussi de le conseiller. Mais au-delà de ça, ouais, je pense que j'ai développé des réflexes. Ça laisse des traces, disons, une dizaine d'années à parler sécurité, analyse de risque, ça laisse des traces. Donc voilà, il y a des fois des éclairs de lucidité que je peux avoir, que peut-être je peux comprendre aussi que les gens qui au quotidien n'ont pas ça comme métier n'ont pas. Mais moi, ça fait partie aussi des formations que je donne, ces cas concrets-là. Ben voilà, c'est des petites choses. C'est pour éviter aussi des surincidents. Qui sait? Si j'avais pris cette ambulance, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de cet article, je crois que je le mentionne aussi, j'ai pas fait forcément le bon choix parce que je voulais absolument rentrer en France. Après avoir été hospitalisée à Abidjan pendant 5 jours, etc., je voulais absolument rentrer en France. Donc j'ai pris un avion, j'ai été rapatriée et en fait l'ambulance qui m'a emmenée à l'aéroport a, dans les rues d'Abidjan, conduit n'importe comment. À contresens sur l'autoroute pour ne pas rater l'avion, enfin bon bref, n'importe quoi. Et là, je me suis dit, ok, là j'ai pas fait le bon choix et là peut-être que j'ai pris un risque parce que je voulais tellement rentrer, j'étais tellement au bout que là j'étais un peu moins lucide sur la manière en fait dont le rapatriement s'est passé juste à l'aéroport. Après tout s'est bien passé, mais on sait pas. Donc il y a des paramètres, tu vois, il y a eu un moment où j'ai été vraiment très très lucide et un autre moment où j'étais un peu plus, je prends le risque parce que là il faut que je rentre quoi. Donc pour les personnes qui veulent voir l'article un peu plus en détail, tu peux nous rappeler ton site internet? Oui, bien sûr, oui, c'est www.getready-préparationauvoyage.com. Il y a une partie blog où je raconte tout ça. Mais Justement. c'était très instructif comme expérience, du coup. Et donc, est-ce Parce que que le ça fait de finit. travailler dans la sécurité, ça rend parano? Ah, oui, je pense un petit peu, ouais. Je pense un petit peu, mais comme j'aime à dire, c'est pas de la paranoïa, c'est si tu veux, c'est la petite lumière, tu vois, qui s'allume à certains moments. C'est en fait un niveau d'alerte probablement qui est un peu différent. Là, je te donne un exemple. J'étais donc au Brésil la semaine dernière. On sait que le Brésil est l'un des pays où il y a le plus fort taux d'homicide dans le monde, donc des gens qui décèdent à la suite de coups de feu ou d'attaques à l'arme blanche. Par contre, au quotidien, en tout cas moi dans les deux villes où j'étais, c'est super cool quoi. Enfin, il n'y a pas. En fait, tout peut dégénérer très vite sur un vol à l'arraché ou un vol de portable dans la rue. Ça peut se finir en coup de feu quoi. Ça peut se finir en soit tu te fais assassiner parce que tu as résisté, soit en fusillade parce que tu as la police qui intervient et ça escalade. Donc le potentiel impact d'un petit incident peut être assez énorme, mais au quotidien, franchement, moi j'étais la semaine dernière à São Paulo, il fait bon vivre quoi. Enfin dans les quartiers où j'étais en tout cas. Donc il faut juste, voilà, il faut garder le bon niveau d'alerte. Moi, je sais qu'il y avait des points, des moments où je faisais plus attention. Bah là, je passais devant une banque, il y avait des transports de fonds. Bah, je faisais un petit détour. Je passais pas entre le transporteur de fonds et la banque. Je passais si tu veux, le trottoir en face. Mais ça, c'est des réflexes que j'ai développés. Effectivement, je pense, dû à la sécu. Donc certains pourraient dire que c'est un peu parano.
Après, je suis pas en hyper-vigilance en permanence. Hein. Faut pas non plus. Faut s'adapter au contexte, en fait, je pense. Est-ce que ce sont des réflexes ou des attitudes que tu gardes quand tu es en France? En fonction des lieux, oui. En fonction des lieux, si, parce qu'on sait qu'en France, en fonction des endroits où tu vas avoir une exposition à des risques. Enfin, le risque d'attentat aujourd'hui, il est vraiment présent. Il est présent sans être présent parce que finalement, il peut se passer comme il peut ne pas se produire. Il peut aussi se produire à large échelle avec beaucoup de monde impliqué dans l'incident et ça peut aussi être une personne avec un couteau dans une rue, n'importe où, même dans une petite ville. Donc, si j'étais en hyper-vigilance partout en France tout le temps, avec ces réflexes-là, non, je pense que c'est pas tenable. Il faut pouvoir se reposer aussi. Faut pouvoir recharger un peu les batteries, mais il y a des lieux, par exemple, quand je suis dans les gares ou quand je suis dans les aéroports, où je fais un peu attention, ouais, où je suis un peu plus vigilante. Je sais un peu où sont les points critiques et j'évite de passer. Par exemple, c'est un truc tout bête, hein, mais si je sais que j'ai un changement à Gare de Lyon et que je dois attendre pendant 4 heures à la gare, bah, je vais plutôt attendre à l'extérieur de la gare que dans la gare, quoi. Mm. Parce que la gare peut être un lieu potentiellement plus exposé. Donc je vais me poser dans un café 3-4 rues plus loin, quoi, plutôt que dans un café dans la gare. Mais bon, après ça. C'est surtout que c'est Oui, plus agréable de se clairement, c'est poser des dans un réflexes. café en attendant. Ah bah oui, c'est clair, plutôt que de traîner dans le hall, quoi. Mais après, voilà, je suis pas non plus. Je pense qu'il faut doser en fait. Mais je pense qu'un peu trop de vigilance, c'est mieux que pas du tout, en fonction des contextes. Et donc, je reviens un peu sur ton exemple aussi de tout à l'heure avec le thermomètre, le traitement anti-palu. Est-ce que quand on se prépare au départ, avoir des notions médicales, c'est important? Ouais. Moi, je suis une fervente. Alors, médicale, peut-être pas dans le sens justement médecine, mais moi, je suis une fervente supportrice des gens qui se forment au premier secours. Parce qu'en fait, quand on est sur l'international, quand on est en mission humanitaire à proprement parler, qu'on soit en capitale ou qu'on soit sur des milieux beaucoup plus isolés, on reste toujours le premier maillon en fait en cas de problème médical. Si nous, on n'est pas capable de réagir, et ben, on n'est pas capable de déclencher les secours. Si nous, on a un problème, hein, je mets vraiment l'individu au cœur de la situation. Il faut pouvoir déclencher cette alerte-là. Et pour pouvoir déclencher cette alerte-là, il faut être en capacité de le faire. Moi, j'aurais pas forcément pu déclencher, si tu veux, l'alerte et aller à la clinique si j'avais pas eu mon thermomètre avec moi. Donc, ça nécessite une petite préparation, effectivement, que ce soit un peu de matériel avec soi ou que ce soit des compétences, des savoir-faire, etc. Donc, ouais, je pense que se préparer, et notamment sur ces questions-là, c'est quand même limiter grandement les risques une fois sur place. Tu disais aussi qu'il y avait potentiellement des agressions qui pouvaient dégénérer. Est-ce que tu t'es aussi partisane de dire qu'il faut se former à la self-défense, par exemple? C'est une bonne question. Alors, les violences sexuelles, les agressions sexuelles, parce on peut parler de différentes choses. Quand on parle de se former à la self-défense, il y a le rapport aux agressions qui vont être de nature criminelle pour du vol, etc. Et puis il y a la notion d'agression sexuelle. Donc ça, il faut déjà bien différencier. Si on parle des agressions physiques à but criminel et opportuniste, financier, etc. Je pense que avoir en tout cas une connaissance de son comportement physique est important parce que souvent on a cette notion aussi, tu sais, de confiance qu'on dégage quand on se déplace, etc. C'est aussi valable dans le cas pour éviter potentiellement les agressions sexuelles, mais cette notion en fait de son corps et de ses comportements dissuasifs est important. Sur la self-défense, je suis assez partagée pour être honnête parce que je pense que la self-défense va te permettre d'acquérir cette confiance et de laisser passer ce message physique en fait, de communication non verbale. Par contre, moi je reste persuadée que la self-défense a ses limites dans le sens où si c'est pas quelque chose que tu pratiques souvent et que ton corps a automatisé, si c'est pas associé à une pratique sportive qui fait que t'es fit tout simplement pour pouvoir la mettre en œuvre, je suis pas sûre que ce soit très efficace. Après, si ça peut donner confiance à certains et à certaines, chacun est libre de le faire. Mais moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande comme étant en tout cas prioritaire pour ça. Et après, pour les agressions sexuelles, c'est encore autre chose. Se pose aussi toujours la question dans le cas d'une agression sexuelle. En fait, il y a des études qui ont montré que que les personnes qui étaient formées à la self-défense
et en capacité théorique de se défendre, et qui ont quand même été agressés, qui ont quand même subi une agression sexuelle, il y a un sentiment de culpabilité qui se développe a posteriori, qui est encore plus important, parce qu'on était censé pouvoir réagir et on n'a pas su le faire. Donc c'est aussi, on va dire, des choix qui sont assez perso, mais moi je suis pas forcément en faveur de cette défense. Et là, tu parles de choses très intéressantes. En fait, tu parlais du comportement en cas d'agression, Ouais. ou même du Ouais. comportement qu'on a avant une agression. Est-ce que tu le relis à la gestion du stress? Est-ce que c'est une notion que tu abordes éventuellement dans tes formations? Alors complètement, c'est des modules à part entière dans les formations de sécurité, c'est cette notion de gestion du stress. On va avoir à la fois le stress du quotidien, qui va être très souvent un facteur, on va dire, dans les incidents de sécurité, soit un facteur déclencheur, parce que c'est le comportement qu'on a en situation quotidienne qui stressé, qui va déclencher un incident, ou alors c'est un facteur qui va générer un surincident. Qui, pour une petite chose mineure, bah voilà, tu passes ton checkpoint, tout se passe bien normalement, mais là, tu es super stressé parce que tu es en retard sur tes deadlines, etc. Tu parles un peu moins bien, tu réponds un peu moins bien au militaire qui, lui, est un peu stressé, et paf, là, ça devient plus explosif. Mais le stress, ça c'est le stress, on va dire, en tant que générateur d'incidents. Mais aussi, il y a la question du stress, si incident il y a eu, le stress post-incident, quoi. Comment tu gères ça? Mais pour revenir au comportement, oui, complètement. Savoir gérer son stress, savoir aussi comprendre le stress des autres, c'est-à-dire à comprendre quand tu es dans de la communication, que en fait la personne s'énerve contre toi, pas parce que c'est contre toi, mais qu'en fait vous avez un intérêt commun. Si tu vas gratter un peu plus profondément que la surface, un intérêt commun, et du coup ça va être ta piste, si tu veux, de négociation. Ça, pour la question de la sécurité, c'est primordial, ouais. La manière de se comporter et de communiquer et le lien avec le stress, on peut pas passer à côté quand on fait des formations de sécu. Et tout à l'heure, je reviens sur un truc que tu as dit au tout début. Tu parlais de communication interculturelle et tu disais que c'était un point très important. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr, ouais. Parce qu'en fait, en fonction des contextes, avant de me lancer dans l'explication, juste un petit point. Forcément, quand on parle de communication interculturelle, on a tendance à regarder des groupes d'individus, des cultures, etc. Et moi, des fois, je fais bien attention à dire attention, on est quand même dans des contextes où il faut penser individu aussi. Il ne faut pas toujours tout mettre sous le niveau de la culture. Tout n'est pas culturel. Il y a aussi des relations entre individus, il y a aussi des comportements. Je veux dire, une personne qui aujourd'hui, un Ivoirien, peut tout à fait comprendre et percevoir la différence culturelle et le fait que un Français réagit de cette manière parce qu'il est français, ou il réagit de cette manière parce qu'il est lui, cette personne-là, et inversement. Donc je pense que déjà il faut faire cette nuance-là. Mais la communication interpersonnelle dans le domaine de la sécurité, ça a une vraie importance parce qu'en fait, encore une fois, par rapport au comportement, alors que ce soit la manière d'être, que ce soit la gestuelle, que ce soit les mots qu'on emploie, peuvent être compris et interprétés différemment. Et ça peut générer des incompréhensions, des tensions qui peuvent conduire à des problèmes sécuritaires. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais un exemple en particulier, mais il y a des gestuelles qui peuvent être perçues comme assez vexantes, blessantes ou pas adaptées au contexte, qui Par créent exemple? une relation de tension. Je ne sais pas, dans certains pays, par exemple, quand tu t'assois au sol, notamment sur certains pays au Moyen-Orient, il ne faut pas montrer le dessous de tes chaussures. Parce que le dessous de tes chaussures, c'est offensant pour la personne en face de toi. Certains pays qui serrent la main ou tu serres plutôt le bras. Certaines choses que tu peux faire avec ton pouce. Et en fait, ça c'est des gestes qui vont être offensants pour la personne en face de toi et qui vont faire baisser un peu le niveau de confiance. Et ça va impacter potentiellement à terme la sécurité. Je dis pas que ça va déclencher tout de suite une agression, mais ça met la personne pas du tout dans les bonnes dispositions pour avoir des échanges positifs. Encore une fois, dans l'humanitaire aujourd'hui, on travaille avec des gens qui savent, qui pour la plupart sont au courant que si on fait ça, c'est pas pour les offenser et que c'est juste parce qu'on ne sait pas. Donc voilà, il y a le bénéfice du doute qui joue toujours, mais on va dire que d'être sensible au contexte dans lequel on est et d'avoir une connaissance de ces choses-là, ça joue énormément sur la sécurité, ça c'est sûr.
Ok, très intéressant. Je reprends un petit peu de la hauteur sur, pareil, un élément que tu as évoqué tout à l'heure. Toutes les organisations n'ont pas la même façon de gérer la sécurité. Demain, quelqu'un veut partir, veut s'engager dans l'humanitaire, il veut partir avec une ONG. Comment cette personne-là peut savoir le niveau de gestion de sécurité d'une ONG et même de façon plus générale, sans parler de grosses ONG institutionnelles, quelqu'un qui veut simplement partir en voyage et qui veut s'investir dans une petite association, comment est-ce qu'il peut évaluer comme ça de prime abord la façon dont l'ONG gère sa sécurité? C'est une bonne question parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant dans les formations, c'est d'autonomiser un peu les gens sur ces questions-là. Je leur dis que voilà, ils sont les premiers responsables de leur sécurité, donc eux-mêmes, ils doivent avoir un petit peu cette notion d'analyse de risque et d'être capables de prendre un peu leurs responsabilités, mais que c'est aussi de leur devoir de questionner l'organisme avec qui ils partent parce que cet organisme, cette organisation va d'une certaine manière les exposer à certains risques dans le cadre des activités. Et du coup, il faut qu'ils puissent effectivement questionner qu'est-ce qui est mis en place pour réduire ces risques. Il y a différentes étapes en fait où on peut se renseigner. Déjà, avant de s'engager dans une organisation, je pense qu'il faut être en accord avec le mandat de cette organisation, avec les opérations déjà à proprement parler de ce qui est fait, pour que si tu veux, on puisse toujours comprendre un peu le bénéfice de son action. Ça c'est la première chose, pour après pouvoir le mettre en balance avec les risques. Donc questionner le mandat, questionner le fonctionnement général d'une organisation, voir aussi les systèmes de recrutement, parce que pour le coup, je pense que les RH ont une très grosse responsabilité dans le choix des équipes, dans la constitution des équipes, dans le recrutement, et une organisation qui a des bons process de recrutement solides. Alors des fois il y a des questions de timing, voilà, c'est quelque chose il y a des problématiques RH aussi propres à l'humanitaire, mais un bon processus RH est déjà un bon indicateur. Et au sein des différentes étapes de recrutement, il y a des moments où on peut poser des questions. Et poser des questions sur la manière dont l'organisation approche la notion de risque, c'est pas être quelqu'un de pointilleux et embêtant, c'est être quelqu'un de conscient. Et il y a à la fois une sensibilisation des organisations à faire et des candidats sur ces plans-là, et c'est ce que je m'évertue aussi à faire, c'est de dire que c'est des questions et des choses saines, c'est des questions saines à poser. Donc, est-ce que vous avez une procédure d'analyse de risque, que vous suivez un peu les contextes, est-ce que vous avez des plans de sécurité, est-ce que vous avez des procédures un petit peu au quotidien? Alors, des fois, c'est pas appelé sécurité, ça peut être des plans de logistique, de communication, mais est-ce que vous avez des choses au quotidien pour gérer ça? Est-ce que vous avez des contacts d'urgence? Est-ce que s'il se passe quelque chose, j'ai quelqu'un que je peux appeler? Et puis, sur le terrain, une fois qu'on y est aussi, ne pas hésiter à faire remonter les choses. Ça peut paraître des fois, on a un peu l'impression d'être l'empêcheur de tourner en rond, mais il ne faut pas hésiter. Et c'est pas que pour soi, c'est aussi pour les autres, pour éviter potentiellement des incidents plus graves. Donc, il y a plusieurs étapes comme ça, si tu veux, où on peut poser des questions et avoir un sentiment pour être rassuré sur la manière dont on gère les choses. Et donc tu parlais des ressources humaines et du rôle des ressources humaines. Est-ce que à l'inverse, il y a aussi des humanitaires qui peuvent avoir des profils à risque ou en tout cas des comportements à risque? Alors, il y a deux choses. Je pense qu'en fait, quand on parle de risque, si tu veux, il y a les menaces qui glissent dans l'environnement et puis il y a la vulnérabilité face à ces menaces. En fait, en gros, je te donne un exemple. Si tu sais que dans le contexte où tu es, il y a par exemple des attaques sur des bus et où les gens, donc les transports en commun, les gens sont volés, on leur vole toutes leurs affaires, on arrête le bus, on vole leurs affaires, etc. Mais que personne dans ton équipe humanitaire ne prend ces bus-là. Ils vont pas être exposés à cette menace. Et du coup, ils sont pas vulnérables face à cette menace, donc il n'y a pas de risque là qui peut se concrétiser. Tout ça pour dire que cette notion de vulnérabilité, et d'exposition à un risque, elle est vraiment importante parce qu'elle est essentielle à la constitution d'un risque. Et quand tu regardes la vulnérabilité, il y a à la fois la notion de la vulnérabilité de l'organisation, la manière dont l'organisation travaille qui crée cette exposition au risque, et puis il y a à la fois les vulnérabilités de l'individu. Il y a à la fois les forces et les faiblesses, on va dire, de chacun qui vont les exposer plus ou moins à ces menaces-là. Quelqu'un qui qui va pas parler la langue, quelqu'un qui va pas du tout connaître le contexte, quelqu'un qui va peut-être être inexpérimenté,
ou pas, hein, parce que certaines vulnérabilités peuvent devenir des forces dans certains contextes, mais quelqu'un qui va peut-être avoir un physique complètement différent, donc je parle là de la couleur de la peau, des cheveux, etc., va être peut-être plus ou moins exposé à certains risques. Quelqu'un qui va être responsable de la comptabilité et des finances, peut-être va être plus exposé à certains risques. Quelqu'un qui va être très stressé, quelqu'un qui va avoir des problèmes de famille, quelqu'un qui va avoir des conduites à risque de type consommation excessive ou comportement et consommation excessive d'alcool, de drogue, ce genre de choses. Oui, ça peut être effectivement des paramètres qui augmentent cette vulnérabilité, si tu veux. Donc la prise de risque. J'avais une autre question, je passe à autre chose. On revient sur le thermomètre que tu avais dans ton sac tout à l'heure. Toi, quand tu pars en voyage, comment est-ce que tu t'équipes justement? Est-ce que tu as systématiquement un thermomètre sur toi? Est-ce que tu as d'autres choses comme ça que tu prends toujours sur toi C'est rigolo parce que j'étais au Brésil justement la semaine dernière et j'ai beaucoup fait rire les équipes là-bas parce qu'en fait je me balade toujours avec mon sac à dos. Un petit sac à dos, hein, pas le gros sac à dos de backpacker, mais un petit sac à dos où dedans moi j'avais mon ordinateur, enfin les choses pour travailler. Et puis à midi on est parti, on est allé manger en dehors du bureau, puis je prends mon sac à dos, puis ils me disent mais pourquoi tu prends ton sac à dos? Enfin laisse-le au bureau, prends juste de quoi payer, etc. Et je leur ai dit non, je suis un peu vissée à mon sac à dos parce qu'en fait dedans il y a ma vie en fait. Et c'est rigolo parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle dans l'humanitaire le grab bag ou le go bag. C'est un petit peu ton essentiel. Donc ça peut tenir dans un tout petit sac à dos 10 litres, hein, mais où c'est dedans, tu vas avoir un peu d'eau. Moi, j'ai toujours avec moi, et ça, vraiment, pour le coup, c'est juste parce que je suis aussi secouriste, mais j'ai toujours un kit de premier secours avec quelques éléments dedans. Hein. C'est pas non plus une batterie de médecin, mais voilà. Donc ouais, comment je m'équipe? Je fais un peu la liste des essentiels. Et ces essentiels, j'essaye de les avoir à tout moment sur moi, ou en tout cas pas loin de moi. Par exemple, dans la chambre d'hôtel, l'avant-dernier jour, il y a eu 3 alertes incendie qui se sont avérées être des fausses alertes. Mais j'avais le sac pas très loin, tu vois. J'avais les éléments essentiels et j'étais capable de assez vite pouvoir juste attraper mon sac sans avoir à passer une demi-heure, qu'il ne faut pas faire dans ma chambre à rassembler mes affaires importantes. J'avais tout, j'étais capable de descendre rapidement. Donc voilà. Après, en termes d'équipement, le thermomètre, je l'ai pas toujours sur moi. Il est dans ma trousse plutôt pour le coup trousse de toilette. Mais la trousse de premier secours, je l'ai toujours avec moi. J'ai toujours un peu d'eau, j'ai toujours une petite barre de céréales, une copie de mes papiers, mon téléphone et mon chargeur avec. Donc ça, c'est vraiment le minimum. Et un carnet, un stylo, ça c'est aussi toujours le minimum que j'ai avec moi. Et tu parlais, donc, tu as rapidement évoqué tout à l'heure dans ton incident en Côte d'Ivoire. La chaîne de secours, la chaîne de secours justement, nous en France c'est assez simple, on a un souci, on appelle le 15 et très rapidement il y a une prise en charge qui est faite. Mais quand on est à l'étranger, comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas toujours des systèmes de secours type SAMU. Mm. Ouais, non, il y a pas toujours ça en place. Ou alors il y a, mais la qualité varie aussi. Des fois, c'est plus privatisé, donc du coup, il y a différents standards. C'est un peu la grosse spécificité, si tu veux, quand tu es à l'étranger, c'est que déjà, tu parles aussi pas forcément la langue, ou en tout cas, tu n'as pas tout le vocabulaire qui te serait utile aujourd'hui si tu passes un coup de téléphone au SAMU au 15 en France. Donc moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est se renseigner avant de partir sur un petit peu les numéros d'urgence. Parce qu'il y a toujours un numéro d'urgence quand même dans tous les pays. Tu as même des numéros d'urgence avec reconnaissance vocale dans certains pays où ils vont t'orienter vers tu sais, quelqu'un qui parle ta langue. Ça, c'est notamment, ça vaut partout en Europe avec le 112. Et puis dans d'autres pays, effectivement, tu n'as pas ça. Et à ce moment-là, pour moi, les premiers secours sont encore plus importants parce que si tu veux, cette période avant la prise en charge, avant que quelqu'un puisse t'emmener à un hôpital ou que ton assurance, ton assistance internationale se mette en place, ce temps, il est plus long. Donc, tu auras plus de temps à gérer toi-même. Donc, d'où cette importance-là. Il y a une application qui est pas mal, j'y pense. C'est les premiers secours de la Croix-Rouge. Et en fait, tu as un onglet à l'étranger. Et dans tu as tous les pays du monde. Et tu as le numéro d'urgence pour chaque pays du monde dans cette fiche-là. Et en dessous, tu as 2 phrases types. J'ai besoin d'une ambulance et à l'aide, je crois, dans la langue du pays. Donc ça peut être aussi intéressant de s'y référer. Il y a plein de contenus super cool sur cette appli. Donc voilà, un petit tips pour le coup de voyage.
Tu parles de cette application Croix-Rouge, mais si on l'a pas, est-ce qu'il y a d'autres façons de se renseigner? Oui, bien sûr, oui, oui. Alors, si tu veux, il y a aussi les sites conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères avant de partir, où là, tu as tous les hôpitaux, les bons hôpitaux, entre guillemets, les hôpitaux référencés qui sont par pays classés. Tu as aussi toute une analyse de risque qui est faite par les ambassades sur place, donc tu peux t'y référer. C'est un bon site pour prendre des renseignements. Alors, évidemment, leur analyse de risque, il faut, j'ai envie de dire, croiser l'information, toujours, de toute façon, parce que il peut y avoir des zones qui sont pas couvertes, où c'est assez générique, des conseils assez, on va dire, globaux. Mais en tout cas, pour tout ce qui est des renseignements, ils sont à jour. Il y a les numéros des ambassades, les numéros de la police, il y a une police touristique aussi, une police pour les étrangers, les numéros des urgences médicales. Et un autre que j'invite aussi les gens à faire, c'est à avoir un contact d'urgence en France, plutôt au sein de leur organisation, évidemment. Mais moi, par exemple, quand je pars, je le colle derrière mon téléphone portable. Je mets emergency en anglais et puis je mets le numéro de téléphone. Comme ça, si moi, je suis pas en état forcément d'appeler, une personne qui a mon téléphone, elle peut appeler le numéro pour donner l'alerte. Donc ça, c'est des petites choses aussi qu'on peut mettre en place sur le plan individuel, quoi. Et pour en revenir à la chaîne de santé à l'étranger, justement, toi, dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure, t'avais pas voulu faire confiance à l'ambulance qu'on voulait t'envoyer de nuit. Et au-delà de ça, tu as précisé juste après que finalement, quand tu as pris l'ambulance pour rentrer en France, t'as pas apprécié, en tout cas, t'as estimé que c'était trop dangereux la façon dont le conducteur conduisait. Ouais. Et est-ce qu'on peut systématiquement faire confiance justement à cette chaîne de santé? Non, malheureusement non. Et pourquoi? Pas parce que c'est forcément d'une mauvaise structure, mais c'est parce qu'on est toujours sur la question quand même de l'humain. Et on ne sera jamais à 100% sûr que ce chauffeur, à ce moment-là, d'ambulance, a en tête la même prise de risque, enfin, a la même notion du risque que nous, quoi. Donc, ce qui va peut-être nous paraître risqué, pour lui ne le paraît pas, et inversement. Donc, on ne peut jamais faire confiance à 100%. Et après, même quand on fait confiance, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas contrôler. Enfin, c'est une phrase qui est assez connue, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Clairement, même si je fais confiance à une personne, en fonction de la situation, je peux mettre en question en fait cette confiance. Enfin, pas la confiance en la personne, mais si tu veux, sur le contexte et sur l'événement. Là, j'aurais tout à fait pu dire à ce chauffeur, vous roulez trop vite. Vous roulez trop vite, il faut ralentir, je me sens pas bien, etc. Donc il faut quand même toujours, faut pas se sentir otage en fait d'une situation. Il faut toujours avoir sa responsabilité. Et si vous êtes dans une ambulance et que vous sentez que vous vous faites balloter à droite à gauche et qu'il conduit n'importe comment, vous êtes en capacité de parler, il faut pouvoir enfin, il faut le dire aussi. Et au niveau des ONG, est-ce qu'il peut arriver que ce soit l'ONG elle-même qui propose une chaîne de santé? Bien sûr, alors ça c'est aussi une question à poser quand on s'engage auprès d'une organisation, c'est quels sont les mécanismes, quelle est l'assurance qui est fournie, parce que quand vous êtes embauché par une organisation, votre employeur a le devoir normalement de vous fournir cette assurance. Donc quelle assurance c'est, quel est le fonctionnement, quel est le déclenchement. Renseignez-vous aussi pourquoi pas sur l'assurance. Aujourd'hui avec Internet on trouve des avis clients, c'est pas un problème. Renseignez-vous là-dessus. Puis sur le pays où vous partez, renseignez-vous sur... ça, c'est une bonne distinction à faire. Il y a l'assurance et il y a l'assistance. Donc, il y a justement la mise en place logistique, si tu veux, de l'aide, de l'accompagnement. Renseignez-vous rapidement sur le dispositif en place dans le pays. Savoir si c'est une ambulance de la ville d'à côté ou l'ambulance de la ville où vous êtes qui va vraiment vous prendre en charge le jour où il y a besoin. Je vous dis pas d'aller vérifier si les pneus sont bien gonflés, quoique vous pourriez aller jusque-là, mais mais voilà, c'est être un peu conscient du mécanisme et conscient des différents interlocuteurs que vous allez avoir. Et ça, les organisations, par le biais des assurances, sont censées pouvoir répondre à ces questions-là, quoi. En tout cas, vous trouvez les réponses s'ils ne les ont pas directement. Ok, très intéressant. Et donc, lorsqu'il y a un incident sécurité, donc là on a beaucoup parlé de la prévention parce que c'est quand même effectivement ton métier, mais est-ce que tu peux nous expliquer
quelle prise en charge il y a après? Qu'est-ce que les ONG font en général une fois qu'il y a eu un incident? Mais on va prendre l'exemple, je sais pas, les bureaux se font braquer, il y a un accident sur un checkpoint, il y a des tirs ou des choses comme ça. Quelles sont les réactions possibles des ONG? Alors déjà, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on va avoir un panel. En fait, on a autant de situations que d'ONG. Parce qu'aujourd'hui, toutes les ONG ont un peu avancé différemment par rapport à ça. Malheureusement, il y a une grosse partie des organisations qui se structurent à la suite d'événements. Donc, si tu veux, qui apprennent des situations, en fait. Ce qui est un peu normal aussi parce que tu crées des réponses au fur et à mesure que les problématiques se présentent. Mais en général, si tu veux, quand il y a un incident qui se produit, nous, les recommandations qu'on donne à l'individu dans un premier temps, c'est d'abord se poser la question de sa survie. Donc, c'est au moment clé de réagir pour que l'incident soit le moins grave possible et d'être vraiment dans le moment présent. C'est pas à ce moment-là qu'il faut appeler à l'aide. En gros, il faut être vraiment là dans la survie, dans le moment, dans l'instant. Ensuite, il y a l'étape de sécurisation où là, une fois que tu es plus dans la survie, tu passes dans une phase où il faut te mettre dans un espace où tu prolonges ta sécurité, c'est-à-dire où tu es sûr que pendant quelques minutes, voire quelques heures, etc., tu vas être en sécurité. Et c'est à ce moment-là aussi que tu peux alerter soit la police, soit ton organisation, soit les deux, pour demander de l'aide, si tu veux, pour prolonger cette phase de sécurité. Et c'est à ce moment-là, uniquement une fois que l'événement est terminé et que tu es en sécurité, qu'en général, tu vas passer dans ce qu'on appelle la phase de rapport d'incident. Donc là, tu vas rentrer un peu plus dans le détail, que ce soit d'abord au téléphone ou par écrit, mais un peu plus dans le détail pour expliquer à ton organisation ce qui s'est passé, ce qui a été fait, et éventuellement le soutien plus long terme dont il y a besoin. Et là, l'organisation, normalement, va mettre en place un mécanisme de soutien, que ce soit un soutien médical, que ce soit un soutien psychologique aussi. Il y a de plus en plus d'organisations qui incluent ça, si tu veux, dans leurs assurances. Soit parce qu'ils ont du personnel en interne capable de prendre en charge le débriefing, dans un premier temps, en fait, le diffusing qu'on appelle, donc plutôt émotionnel de l'incident, et ensuite le débriefing pour déconstruire les faits et avoir un suivi. Et ensuite, il peut y avoir même prise en charge éventuellement d'un suivi psychologique sur du beaucoup plus long terme si on est sur des incidents qui ont créé un trauma beaucoup plus important, quoi. Ça existe Ouais. depuis longtemps, ces procédures de suivi psychologique? Ça tend à se généraliser depuis, je dirais, 5 ans à peu près. Avant, c'était un peu moins le cas, mais ça va aussi dans les deux sens. Aussi, par le passé, les équipes, les staffs humanitaires, il y a une tendance à pas forcément demander de l'aide. Il y avait une tendance à pas forcément demander de l'aide pour soi parce qu'on estimait qu'on était sur des personnes qui étaient là pour aider les autres. Et donc, il y avait un peu ce syndrome, si tu veux, du héros. Mais ça tend à changer un peu. Les gens sont un peu plus conscients maintenant dans l'humanitaire que si eux, ils vont pas bien, ils pourront pas forcément faire leur travail comme il faut. Donc, ils ont poussé un peu plus pour ça. Les paroles se sont un peu libérées. Et du coup, les organisations proposent aussi de plus en plus cet accompagnement-là. Donc, il y a encore une fois beaucoup de liens entre les RH, entre les bureaux sécurité, entre les managers. Enfin, voilà. Il y a des canaux de conversation qui s'ouvrent, en fait, sur cette thématique-là. Merci beaucoup. Est-ce que moi j'ai l'impression d'avoir posé toutes les questions que j'avais envie de poser. Est-ce que toi il y a des thèmes sur lesquels tu aimerais revenir, des points que t'aimerais souligner? Non, pas en particulier. Je pense que c'est en fait la question de la sécurité dans l'humanitaire, elle se pose parce que il y a des prises de risques particulières. Il ne faut pas non plus confondre les risques perçus et les risques avérés, parce qu'il y a des risques qui font peur et voilà, et émotionnellement qui sont beaucoup plus chargés, mais qui des fois sont très peu probables. Donc il faut vraiment aussi questionner l'organisation et se questionner sur quels sont les risques avérés en fait, de manière rationnelle, qu'est-ce qui peut vraiment se passer et si ça se passe, comment c'est géré. Et à partir de là, on peut prendre des décisions éclairées, on peut prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et si un dernier point aussi, s'assurer que sur le plan individuel, on a, on va dire, un seuil de tolérance au risque qui est à peu près aligné à celui de l'organisation avec laquelle on va travailler.
Est-ce qu'on est d'accord que voilà, les risques que demande l'organisation, on est d'accord, on veut bien les prendre. Et ça peut changer d'une mission à l'autre. Ça peut changer d'une période de la vie à une autre. Voilà, j'ai des collègues, depuis qu'ils ont des enfants, ils m'ont dit clairement, bah voilà, il y a certains risques que je prenais avant que je veux plus prendre. Et inversement. Donc voilà, il faut toujours être conscient et se refaire des checks, on va dire, perso de quel risque on est prêt à prendre et pas se laisser embarquer des fois dans des missions où, si on ne sent pas. Et voilà, mais tout en gardant cette notion de réalité et de risque avéré, quoi. Mais voilà, je pense que c'est un peu la conclusion que je pourrais donner à tout ça. Super. Et pour des personnes qui veulent se lancer dans l'humanitaire, qui découvrent complètement ce milieu et qui aimeraient se lancer, quels conseils t'aimerais leur donner? Bah, formez-vous. Déjà, formez-vous sur un point, sur une compétence technique qui fera que vous serez une plus-value, j'ai envie de dire, sur le terrain, que vous apporterez vraiment voilà, quelque chose qui est nécessaire. Et ensuite, informez-vous aussi par rapport à cette question de la sécurité. Il faut vraiment aussi différencier. Il va y avoir des super métiers dans l'humanitaire, le développement et les droits de l'homme qui sont dans des zones où il n'y a pas des risques de fou. Je veux dire, on ne parle pas forcément d'Afghanistan, de Soudan, de Syrie. Il faut aussi des gens qui aillent là-bas, mais il n'y a pas que ça. Donc, il ne faut pas non plus, on va dire, flipper et devenir parano. Quand on dit qu'on va se lancer dans l'humanitaire et qu'on va se former et qu'on peut travailler là-dedans. Puis ça peut être pour une période donnée de la vie aussi, et ça ne veut pas dire qu'on fera ça toute notre vie. Mais le jeu en vaut la chandelle, c'est des beaux métiers en général. Bon, bah super. Bah, Marine, merci pour tous tes conseils. Merci à toi pour cette interview. Voilà. Et puis, bah, on espère, on te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas, voilà, si jamais il y a des questions, tu n'hésiteras pas aussi toi à me les relayer, ça sera avec plaisir. Pas de souci, merci. Merci beaucoup Bertrand, salut. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.